Les autorités burundaises ont donné vendredi l'ordre à la police de démanteler l'ensemble des barricades subsistant sur le territoire. Les opposants au troisième mandat du président ont décrété une grève d'une journée samedi. Au Nigeria, suite à la libération de plusieurs victimes séquestrées par Boko Haram, l'une des femmes libérées raconte son histoire. Enfin, au Bénin, la police nationale a démantelé un réseau de voleurs de balles de coton. Les trafiquants venus du Burkina Faso opèrent avec des receleurs béninois. Ravi de vous retrouver pour cette édition. Bonjour à toutes et à tous. Les autorités burundaises ont donné vendredi l'ordre à la police de démanteler l'ensemble des barricades subsistant sur le territoire. Cette annonce intervient peu après que les meneurs du mouvement de contestation contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza ont décrété une trêve d'une journée samedi dans les manifestations. Des protestations émaillées de violence qui ont fait 18 morts depuis le 26 avril. Notons que le président rwandais Paul Kagame a critiqué vendredi l'attitude de son homologue et voisin burundais Pierre Nkurunziza qui se présente à un troisième mandat en dépit d'un mouvement de protestation à Bujumbura et des pressions internationales. Plus de 35 000 réfugiés burundais ont déjà fui les violences meurtrières liées aux manifestations contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Ils affluent vers les pays voisins dans le Rwanda où 15 000 réfugiés sont arrivés en l'espace de 2 semaines selon le programme alimentaire mondial. Ce camp de déplacés rappelle les lugubres et récentes périodes de ce pays. L'histoire post-coloniale du Burundi est marquée par des massacres interethniques et une longue guerre civile qui a duré 13 ans, notamment de 1993 à 2006, et qui avait déjà débouché sur des vagues massives de réfugiés. En 1972, un massacre ethnique avait poussé des centaines de milliers de Burundais à l'exil. S'il n'y avait pas de guerre dans mon pays, c'est mieux d'être dans mon pays. Oui, j'espère y retourner. Au Rwanda, où ils sont massivement accueillis, les réfugiés burundais disent fuir des campagnes d'intimidation perpétrées par des jeunes du parti au pouvoir au Burundi contre les opposants au chef de l'État sortant, Pierre Nkurunziza, dont la candidature à la présidentielle du 28 juin a déclenché une vague de manifestations dans la capitale Bujumbura. Les déplacés prématurés ne sont pas oubliés. Nous avons commencé à distribuer des rations de nourriture qui durent 1 mois pour les réfugiés. Et nous allons avoir besoin du soutien de la communauté internationale pour s'assurer que nous puissions faire cela pendant les mois à venir. Depuis des mois, la communauté internationale et les pays de la région craignent que cette nouvelle candidature de Pierre Nkurunziza ne débouche sur des violences à grande échelle. Les manifestations, dans lesquelles s'affrontent parfois violemment les protestataires et la police, ont débuté au lendemain de l'investiture du chef de l'État par son parti le 25 avril. Les violences ont déjà fait 14 morts. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés avait déjà aidé 500 000 Burundais à rentrer chez eux dans la sécurité et la dignité et 200 000 autres à s'établir dans des pays tiers. Après la libération de plusieurs victimes séquestrées par Boko Haram, l'une des femmes libérées raconte son histoire. Elle relate ici comment les faits se sont déroulés au moment où le groupe terroriste est entré dans son village. Suivez. Fanta Adamou est une ancienne prisonnière de Boko Haram. Comme les 274 autres femmes et enfants libérés des mains de Boko Haram, elle réside ici à Yalo, dans un camp où sont installées les anciennes victimes du groupe terroriste. Dans ce camp, les anciens otages du groupe djihadiste sont mis sous surveillance d'une équipe médicale qui tente de panser leurs blessures psychologiques. Des blessures dont elles ont du mal à se remettre après plusieurs mois de captivité au cours desquels elles ont été sujettes à toutes sortes d'horreurs et d'atrocités. J'étais assise dans ma maison et j'ai commencé à voir des gens s'enfuir. On a commencé à entendre des coups de feu un peu partout et je ne pouvais aller nulle part. Regardez-moi, je ne peux pas m'enfuir. Donc quand je les ai vus commencer à tuer tous ces gens, je suis restée silencieuse. Un de mes fils, il est soldat à Lagos, il a essayé de me sortir de là.
Dans le camp, les équipes présentes soignent les blessures physiques des victimes et tentent de leur apporter un soutien psychologique. Mais les traumatismes profonds demandent un travail de longue haleine et les victimes sont nombreuses. La plupart de ces femmes et enfants sursautent encore à la mention du nom du groupe terroriste. D'autres se murent dans le silence. Une première session à huis clos a réuni mercredi dernier 30 aides médicaux, assistants sociaux et psychologues expérimentés avec une partie des victimes. Précisons que plusieurs ONG étrangères sont aussi présentes pour gérer les traumatismes des enfants. Le lundi 4 mai dernier s'est ouvert à Bangui le forum de réconciliation en Centrafrique. L'événement se tient au siège de l'Assemblée nationale. Au 4e jour du forum, les travaux se poursuivent au sein des commissions mises en place. Voici le point des travaux. 4 thématiques ont été retenues et font l'objet de débats au 4e jour du forum national de Bangui, à savoir justice et réconciliation, paix et sécurité, gouvernance, développement économique et social. Il faudrait que ceux qui auront la chance de diriger ce pays puissent prendre ces documents et mettre en application. Dans le cas contraire, vous allez voir qu'il y aura pas d'autres forums et finalement il n'y aura pas un nom que nous allons mettre sur les assises que nous allons faire. Les thèmes sont débattus en commission dans les différents ateliers mis en place. Les participants échangent entre eux et sont à l'écoute des uns et des autres. Les Centrafricains, pour eux, les politico-militaires les ont pris en otage. Donc, il faut nécessairement, après le forum, qu'on ne puisse plus parler des anti-Balaka, qu'on ne puisse plus parler des ex-Séléka. Pour les 700 participants représentant les 16 préfectures de la Centrafrique, le Forum national de Bangui, qui devrait s'achever lundi prochain, 11 mai, va marquer une étape importante sur la voie de la réconciliation. Direction le Libéria, la fin de l'épidémie d'Ebola doit être déclarée ce samedi 9 mai par l'Organisation mondiale de la santé si aucun nouveau cas n'est détecté dans ce pays. Cette date marquera l'expiration des 2 fois 21 jours après l'enterrement du tout dernier cas enregistré en mars dernier, mais surtout l'épilogue d'une plus grande année de souffrance et de sacrifices inhumains. Les détails. Malades refoulés de centres de traitement saturés, cadavres incinérés par dizaines, soignants décimés, régions entièrement en quarantaine, le Libéria martyrisé par Ebola est sur le point d'être officiellement débarrassé de l'épidémie qui y a fait près de 5000 morts. Il y a 2 mois en arrière, le Libéria aurait pu déjà atteindre l'objectif de 0 cas tant désiré, mais une première contamination enregistrée en presque 1 mois a été signalée le 20 mars. Il s'agissait d'une femme de 44 ans, probablement contaminée lors d'un rapport sexuel avec son compagnon survivant du virus, qui peut subsister dans le sperme bien au-delà de la période d'incubation, parfois jusqu'à près de 6 mois. Le 9 mai marquera l'expiration des 2 fois 21 jours après l'enterrement de cette dernière, mais surtout l'épilogue de plus d'une année de souffrance et de sacrifices inhumains. Cette épidémie d'Ebola, la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976, partie en décembre 2013 du sud de la Guinée, a fait plus de 4700 morts pour quelques 10 500 cas au Libéria, selon l'Organisation mondiale de la santé. Le président en exercice du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires a visité l'école régionale supérieure de la magistrature située à Porto Novo au Bénin. Cette visite s'inscrit dans le cadre des activités annuelles du président et revêt un caractère de suivi. L'école régionale supérieure de la magistrature est l'une des institutions de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. À ce titre, elle assure la formation et le perfectionnement des magistrats et des auxiliaires de justice des États membres en droit harmonisé et en droit des affaires. Elle constitue également un centre de documentation et de recherche en matière juridique et judiciaire. Le président en exercice du Conseil des ministres de l'espace OADA s'y est rendu jeudi. Les occupants n'ont pas manqué de dresser le tableau tant des réalisations que des difficultés. L'OADA est à la croisée des chemins, si on peut dire. Après 20 années de fonctionnement, il y a des questions de réglage au niveau des statuts du personnel, il y a des questions à regarder au niveau des traitements, des rémunérations et autres indemnités.
dont les agents peuvent bénéficier. Et ce sont ces questions financières-là qui ont été véritablement exposées. Au niveau de la formation, je pense aussi qu'il y a quelques petits soucis de formation par les nouvelles procédures de TIC qui ont été souhaitées. Nous allons transmettre toutes ces préoccupations au Conseil des ministres pour que celui-ci instruise donc les services compétents pour faire le nécessaire. Cette école est implantée au Bénin depuis 1998 et est le fruit des réflexions de 17 États membres. Elle bénéficie de bonnes grâces de l'État d'accueil. Celui-ci n'entend ménager aucun effort pour son bon fonctionnement. Il y a des problèmes internes que nous allons voir. Et il y a l'accord-cadre, mais il y a beaucoup d'autres réalités. Je crois qu'entre la direction et la chancellerie, les choses vont pouvoir se régler et les choses seront mises au point pour que le fonctionnement donc, de l'école ne souffre pas à cause des problèmes liés aux conjonctures du Bénin. Soyez rassurés. Cette visite du président en exercice du Conseil des ministres de l'OADA fait partie d'une série de visites annuelles à toutes les institutions de l'organisation. La Cour commune de justice et le secrétariat permanent restent les prochaines destinations du président et sa délégation. Toujours au Bénin, la police nationale vient de démanteler un réseau de voleurs de balles de coton. Les butins récupérés, les trafiquants venus du Burkina Faso et opérant avec quelques receleurs béninois croupissent tous déjà en prison. Plus de détails à travers ce reportage signé Joali Etondi et Floris Dossard. 132 balles de coton-fibre, c'est la nouvelle prise des éléments de la brigade de recherche et d'investigation du commissariat central de Cotonou. Le dispositif en place dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière a une nouvelle fois porté de fruits. Outre les butins, la bande de voleurs de balles de coton en provenance de Ouagadougou avec pour destination une société béninoise n'a pu échapper à la nasse de la police nationale. Le directeur général de la police nationale, le contrôleur général de police Louis-Philippe Rondéon, a fait filer personnellement cette entreprise depuis l'origine jusqu'à destination. Et pour la petite histoire, cette cargaison a pris part un réseau de bénino-burkinabé et un indo-pakistanais a entrepris d'acheter une bonne quantité de cette cargaison et a même payé plus de 15 millions. Et lorsque nous avons été informés, le réseau a été démasqué, les voleurs maîtrisés, déférés au parquet. En attendant que tous ceux cités dans cette affaire soient interpellés et au besoin mis aux arrêts, ils sont pour l'instant 3 Burkinabés et 2 opérateurs économiques béninois placés sous mandat de dépôt. Voilà qui met un terme à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Très bonne suite de journée à vous en compagnie de nos programmes. À bientôt.